up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Là, cette fois-ci, ce n'est pas un live, comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo qu'on appelle enregistrée dans les conditions du direct. Je vous en avais parlé de cette vidéo que vous allez découvrir donc aujourd'hui, samedi 6 février. On a avec nous Daniel Enoch, que je salue énormément. Donc, bonjour Bonjour. Daniel, j'espère que tu vas bien. Très bien. Il était prévu qu'on se parle il y a longtemps de cela, enfin il y a longtemps, il y a au moins 2, 3 semaines, et bon, il y a eu des petits soucis de mon côté, mais en tout cas, je suis super content que tu aies déjà accepté cette invitation. Alors, qui est Daniel Enoch? La question peut paraître ridicule, vu qu'il est assez connu dans son milieu. C'est celui qui a créé, qui réalise une web-série sur YouTube qui s'appelle Sherlock, que vous retrouverez d'ailleurs le lien, je vais le mettre dans la page dédiée de cette vidéo. Il est aussi membre. Tu me coupes la parole si je dis des bêtises. Il est aussi Oui, oui. membre de la Société Sherlock Holmes de Comme France. je pense, oui. Et ta fonction, je crois, tu es secrétaire. Oui, D'accord. tout à fait. Et j'ai omis. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? C'est quoi ce décor? Explique-moi qu'est-ce que c'est que ce décor? Est-ce que c'est réellement chez toi? Non, non, ce décor, c'est le studio que j'utilise pour faire les vidéos de Cher. Alors, c'est Cher Unlock. Voilà, Cher Unlocked. D'accord, Unlocked. pardon. Voilà, parce qu'il y a un petit jeu de mots dans le monde de la chaîne par rapport à la série de la BBC. Et notamment, c'était l'épisode, comment ça s'appelle Belgravia, c'était le premier épisode de la saison 2 avec Irene Adler, où Irene Adler bloque son téléphone avec le Cher et Sherlock Holmes doit trouver le mot de passe pour pouvoir le débloquer. Et je vais trouver ça intéressant, et c'est pour ça que dans le générique, on voit même les deux éléments qui se séparent et le un qui apparaît pour dire la chaîne, en vérité, elle va servir à décrypter un petit peu tout ce qu'on peut connaître ou tout ce qu'on peut penser savoir un petit peu autour de Sherlock Holmes, des adaptations, des œuvres littéraires et ainsi de suite. Et puis ça va très très loin, parce que le but de la chaîne aussi, c'est d'avoir une approche au niveau historique, littéraire, criminalistique. Il y a plein de choses à découvrir par rapport à ça, donc voilà. Concernant la Société Sherlock Holmes de France, c'est une société qui a été créée, un club holmésien, comme il en existe plein dans le monde, qui a été créé en 1993. On vient de fêter au mois de janvier nos 28 ans. Donc on l'a fait avec différents membres. Bon, malheureusement, cette année, on ne pourra pas se réunir ensemble comme on le fait habituellement, ce qu'on appelle le repas de loi, ce qui permet comme ça de faire venir un petit peu les gens à droite, à gauche, mais on le fait en vidéo. Donc le but de la Société Sherlock Holmes de France, c'est une société holmésienne qui a pour but de faire connaître l'œuvre de Conan Doyle, Sherlock Holmes dans tous les domaines variés et divers qu'on peut rencontrer. Donc ça va, je veux dire, de la philatélie, ça va de la bande dessinée, des œuvres artistiques, donc films, séries télé, dessins animés, bandes dessinées, comics et ainsi de suite. Donc on cherche, on fouille à droite à gauche, on essaye de retrouver des éléments. Et puis après, le but aussi de la Société Sherlock Holmes de France, c'est de faire aussi de la divulgation du savoir, ce qui est un peu le but de la chaîne aussi chez Unlock, c'est-à-dire de faire connaître ça. Donc moi j'interviens en tant que conférencier, par exemple dans les médiathèques, pour parler des adaptations de Sherlock Holmes au cinéma, à la série télé. On intervient dans des salons, les salons du livre et ainsi de suite. On nous commande des fois des enquêtes à l'intérieur des salons du livre pour donner un petit côté ludique. Voilà, on fait plein de choses, on fait des expositions, on fait plein de choses. Et puis notre grand souhait depuis pas mal d'années, avec tout ce qu'on a emmagasiné au niveau de la Société Sherlock Holmes de France, ce serait de pouvoir trouver un lieu pour ouvrir un musée en France, Sherlock Holmes. Voilà. Alors, ce qui n'existe pas en France actuellement. Alors là, je savais pas. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas. Il n'existe pas de musée ou en tout cas un espace dédié à. Non. On le fait en tant qu'exposition. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, on ramène tout un tas de matériel, de mobilier, de décors, de photos, de costumes et ainsi de suite. Puis après, tout ça, c'est démonté et ça repart après dans nos archives, dans nos locaux. Et voilà. Et ça, c'est notre grand souhait. Alors, on a eu plusieurs contacts avec des mairies à droite, à gauche, qui étaient intéressés par le projet. Et puis, pour l'instant, le projet n'a pas encore abouti, malheureusement. D'accord.
Je rajoute aussi, parmi tes nombreuses créations, tu as aussi participé, voire même, oui, tu as participé à pour celles et ceux qui ont le coffret, qui ont les coffrets Sherlock Holmes, la série de chez Granada, édité par Elephant Film, il y a un documentaire qui s'appelle Voyage en Olmésie, en Olmésie, si je me trompe pas, et tu y as participé, je crois. Non, C'est non, pas non, toi qui y pas moi. participe? Non, non, ça doit être peut-être Thierry Saint-Genis, qui est le Oui, président de la société Sherlock Holmes. il y est Voilà. dans le... D'accord, ok. Oui, En tout cas, c'est oui, la société Sherlock Holmes de France qui a contribué tout à à ce... fait. oh, Oui, ok, tout à d'accord. fait. Oui, oui. Et on a contribué aussi, par exemple, sur France Culture, à ce qu'il s'appelle les nuits. Je ne me souviens plus tout à fait le nom, et il y a plusieurs émissions sur France Culture. Moi, j'ai participé au Blockbuster avec Frédéric Segris sur Sherlock Holmes, qui Mhm. a été fait en 2019, si je me souviens. Voilà, donc on intervient dès qu'on nous demande. C'est avec un grand plaisir qu'on intervient et qu'on essaye de faire partager notre savoir. Avant de revenir sur tout cela, je voudrais quand même te connaître un petit peu et surtout connaître ton rapport avec Sherlock Holmes. Je voudrais tout simplement savoir, connaître la première image que tu as connue, que tu as rencontrée et qui concerne Sherlock Holmes. Est-ce que c'était une image que tu as rêvée en lisant un bouquin de Conan Doyle? Ou est-ce que c'est une photo, une peinture ou un film ou je sais quoi? Raconte-moi un peu cette première rencontre avec le personnage. Mais je pense que comme beaucoup de gens, c'est une adaptation cinéma. C'est une adaptation cinéma dans les années 70. Moi, je suis né en 60, donc plus, Mhm. plus tout jeune. Et donc, c'est dans les années 70 où j'ai découvert à la télévision, je me souviens, c'était un dimanche après-midi, un film avec Basil Rathbone, qui était Le Chien des Baskerville, donc la version de 1939. D'accord. Pour montrer que déjà à cette époque-là, les rediffusions à la télévision, ça y allait déjà pas mal. Et ça m'avait complètement subjugué, bluffé. L'univers, le côté, alors c'était en noir et blanc, le côté gothique, le côté mystérieux, le côté de la bête, on ne savait pas exactement qui c'était cette bête qui commettait ces crimes, et ainsi de suite. Et puis la réalisation, et ça m'a complètement fasciné ce film. Et je pense que c'est comment ça s'appelle, ça a été mon premier pas dans l'univers holmésien. Après, j'ai lu les livres, j'ai lu les nouvelles de Conan Doyle et ainsi de suite. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui avait un petit peu tout ce qui auréolé un petit peu ce monde de Sherlock Holmes pour voir un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, enfin une des passions que j'aime bien, c'est vraiment l'univers cinématographique, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis après, plus on plonge dedans, plus on va à l'intérieur et plus on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est fascinant, qui a une ouverture énorme et sur lesquelles on va toucher des choses qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, par exemple, malheureusement, tout ce qui est les films anciens, ce qu'on appelle les films muets, qui datent d'avant 1927, c'est des choses qui sont complètement passées dans l'oubli, alors qu'il y a des vrais petits chefs-d'œuvre, il y a des vraies petites perles dedans. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est comme quand on va au cinéma, on voit la version moderne comment s'appelle, de King Kong. Et puis, si on aime le film et on voit un petit peu les références qu'il peut y avoir dedans, et on se dit, ah, mais peut-être qu'il y a autre chose. Et quand on découvre le film de 33, là, on se dit, ah oui, là, c'est intéressant. Il y avait quand même des choses à l'époque où les gens, ils travaillaient, ils cherchaient, il y avait des recherches artistiques faites au niveau du film, au niveau de la conception, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant. De quand date la première adaptation cinématographique Hum. de Sherlock Holmes au cinéma? Ouais. Alors la première adaptation cinématographique, c'est pas tout à fait du cinéma. C'est ce qu'on appelle du mutascope. Le mutascope, c'était Ah des oui. machines qui avaient été inventées notamment par Thomas Edison, qui était ni plus ni moins que le même système qu'un flipbook. Je ne sais pas si les gens connaissent Mhm. encore le flipbook. C'est sur une petite page, on fait un dessin, puis la page d'après, on fait le dessin en le modifiant un tout petit peu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis après, en défilant le flipbook, on voit toute l'animation qui se déroule dessus. Donc le principe était ça. Donc il y avait à peu près 3000 photographies, ou peut-être moins, qui étaient faites sur un gros cylindre. Et le cylindre, ça défilait comme ça au fur et à mesure, à la vitesse. Alors, je ne pense pas que c'était du 24 images secondes encore à l'époque, mais peut-être du 15-16 images. Et on avait cette animation qui était faite. Et ça a été un des premiers
comment ça s'appelle, une des premières adaptations. Et la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis en 1968 a réussi à retrouver des originaux, hein, c'est-à-dire cette collection de photographies. Et bien sûr, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris une photo de chaque image et ils en ont fait un film qui dure à peu près une cinquantaine de secondes. Donc ce film, il date de 1903. Il était à 1903. Alors ça n'a pas beaucoup de rapport avec Sherlock Holmes, bien que le titre donnant fait intervenir Sherlock Holmes. Mais c'est plus un petit amusement, un peu style à la Méliès, c'est-à-dire qu'on profite d'éteindre la caméra pour faire apparaître un personnage dans un coin. Donc là, c'est Sherlock Holmes dans son appartement de Baker Street qui joue avec un voleur et avec des apparitions, des réapparitions. Il tourne le dos, paf, il est là, non, après il est là, et ainsi de suite. Donc on est sur... Alors je pense que le nom de Sherlock Holmes à l'époque a été utilisé parce que c'était très connu. Faut pas oublier que un des grands succès de Sherlock Holmes, je parle en dehors de la littérature, c'est 1899. C'est-à-dire, c'est quand l'acteur William Gillette va adapter une pièce de théâtre, Sherlock Holmes, comment s'appelle, à Londres, et qui va avoir énormément de succès puisqu'elle va être jouée plus de 3500 fois pendant de nombreuses années. Et ça a vraiment popularisé le personnage parce que pour une fois, on voyait un Sherlock Holmes en chair et en os, je dirais, en dehors de la littérature. On pouvait lui mettre un visage, on pouvait lui mettre un corps, on pouvait le voir se déplacer, on pouvait le voir parler, et ainsi de suite. Donc ça 1903, c'est un petit peu, je dirais, la private joke qu'on pourrait parler sur Sherlock Holmes. Après, véritablement, le début, il va falloir attendre les années 1910. Là, véritablement, on va avoir des vraies productions qui vont arriver. Et ce qui va être très, très intéressant à cette époque-là, c'est qu'on va avoir des productions qui vont être faites par ce qu'on appelle la Nordisk Film, qui est une société danoise de production qui a existé dans ces années-là, qui était très, très active. Et d'ailleurs, elle était tellement active en termes de production qu'elle se plaçait juste derrière Pathé. Pathé était vraiment le premier producteur en Europe de films. Et derrière, on avait la Nordisk Film. Et la Nordisk Film va produire tout un tas de films Sherlock Holmes, qui sont des films très très courts, hein, c'est à peine une dizaine de minutes, et avec un acteur qui s'appelle Viggo Larsen, qui était très connu à l'époque, et qui va donc un petit peu inonder le marché du cinéma. Alors la Nordisk, elle, par contre, va disparaître après la guerre, après la Première Guerre mondiale, pour la bonne raison qu'elle avait énormément d'accords et de diffusion de ses films en Allemagne, où elle diffusait énormément, et suite à la Première Guerre mondiale et la fin de la guerre, donc tous ces accords qu'il y avait avec l'Allemagne vont être cassés, et elle va perdre un petit peu ses diffusions de films, et elle va tomber, c'est une société de production qui va tomber un petit peu dans l'oubli, quoi. Et on peut les trouver, ces films-là dont tu parles? Les films de la Nordisk, on peut les trouver quelque part sur Internet ou peut-être même en DVD? Il me semble que les films de la Nordisk, alors, sous réserve, on arrive peut-être à les trouver. Moi, j'avais fait des recherches à la Cinémathèque de Copenhague, au Danemark. D'ailleurs, ça, c'est un des projets que j'ai sur une émission de partir à la Cinémathèque de Copenhague pour aller fouiller justement les archives, rencontrer des gens là-bas pour en savoir un petit peu plus justement là-dessus. Mais des photographies, ça c'est sûr et certain qu'on a des photos de tournage, des extraits de films, j'ai plus de doutes qu'on ait récupéré des choses derrière. D'ailleurs, c'est un des problèmes, hein, c'est-à-dire que tous ces films muets, par rapport à la cellulose, hein, par rapport à la pellicule qu'on utilisait à l'époque, cette pellicule était très sensible à tout ce qui était moisissure et ainsi de suite. Quand on n'a pas un bon système de conservation, les films se dégradent très très vite. Et moi j'ai regardé dernièrement, je ne sais pas si tu l'as vu, le reportage qu'il y a eu sur Arte sur Méliès, et ça a été une grande découverte de voir que Méliès utilisait 2 caméras pour filmer, qui avaient des négatifs qui avaient été conservés aux États-Unis. Puis sur 150 négatifs, on a réussi à en restaurer 80, parce que le reste, ça part en poussière, quoi. On ne peut rien en faire. Et en plus des œuvres que Méliès a détruit lui-même. Tout à fait, ouais. Alors, dans les grandes chances qu'on a, et ça c'est le hasard, est arrivé par exemple à la Cinémathèque française, en réorganisant les rayons, en fouillant un petit peu, en dépoussiérant un petit peu tout ça, et on est retombé sur des copies d'un film de 1916
qui avait été tourné avec William Gillette, donc qui avait lui-même joué le rôle de Sherlock Holmes au théâtre. Et on a redécouvert une copie de ce film. C'est un film qu'on pensait complètement perdu, hein, jamais plus. On avait des extraits sonores qui avaient été enregistrés à l'époque sur des cylindres en cire. Et donc, on avait sa voix à l'époque qui avait été enregistrée, mais à part ça, plus aucune image, quelques photos, des choses comme ça. Et à grande surprise, des bobines. Et on regarde les bobines, et les bobines sont relativement bon état. Elles ont été restaurées, et on a pu avoir effectivement le film de 1916 qui est ressorti. Et régulièrement, on arrive à retrouver des archives comme ça. Alors, ça avait des archives en Allemagne, on a eu des archives en Tchécoslovaquie, où on a eu des copies comme ça. Parce qu'il faut savoir, c'est que les films, à cette époque-là, on avait des voyageurs de commerce qui partaient un petit peu partout en Europe avec des valises, avec des bobines de films. Et puis derrière, ils vendaient ces bobines de films pour pouvoir derrière faire leur business. Et puis les bobines de films, après, elles étaient conservées, stockées, et ainsi de suite. Donc en Russie aussi, on a redécouvert aussi, il me semble en Pologne, on a découvert des copies. Donc un petit peu à droite à gauche, voilà. Et quand on sait que, par exemple, à l'INA, c'est des kilomètres et kilomètres de rayons de bobines qui sont inexploités, ça laisse rêveur. On se dit, peut-être qu'il reste dans un coin encore des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Est-ce qu'il y a un film de cette période-là, et j'entends bien la période du muet, vous savez, hein, tu sais, je veux dire, un film que tout le monde a entendu parler, c'est un peu c'est une espèce de l'Arlésienne comme ça, une pépite, mais qu'on n'arrive pas à retrouver. Est-ce qu'il y aurait comme ça un film... Ouais, alors il y a eu ce film de 1916 avec William Gillette, Ouais. que beaucoup de gens connaissaient parce que dans toutes les archives et dans toutes les périodiques de cinéma de cette époque-là, c'était noté. Et donc on le savait, et ça a été vraiment une véritable découverte. Après, ce qui est intéressant, c'est par exemple, il y a eu un acteur qui s'appelle Elnor Wood, qui était dans les années 20. Alors exactement, si je te retrouve la date, parce que moi, les dates, je crois que c'est entre les années 20, entre les années 23 et 25, mais je ne suis pas sûr. La mémoire des dates, elle fait un peu défaut des fois. Et donc, on a eu, à cette époque-là, cet acteur qui a joué 47 fois Sherlock Holmes au cinéma. Alors, c'est pareil, c'est des très courts métrages, je crois qu'ils dépassent 20 minutes ou 30 minutes, peut-être pour certains. Mais le gros avantage, c'est qu'à cette époque-là, Conan Doyle était encore vivant. Conan Doyle est mort en 1930, et il était vivant, et il a participé à la réalisation de ces films en donnant son accord. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ouais. Il a réalisé tu veux dire qu'il a réalisé... Il n'a pas réalisé, mais il est crédité en tant que scénariste au niveau des films. Alors après, je ne sais pas exactement comment il est intervenu, mais sur les photos, on voit effectivement Conan Doyle avec l'acteur Elnor Wood sur les photos. Donc, il était sur les tournages, il pouvait donner son accord et ainsi de suite. Après, par rapport au niveau de la production, ça, c'est un autre problème. Mais on sait, en tout cas, en lisant un petit peu les revues de cinéma, que Conan Doyle trouvait que cet acteur correspondait très, très bien au personnage de Sherlock Holmes et était assez enthousiaste de ça. Donc... J'allais te poser une question là-dessus d'ailleurs, j'allais rebondir sur Conan Doyle, on sait tous qu'il est mort en 1930 et j'aurais voulu savoir quels ont été les retours qu'il avait pu avoir ou donner pardon, sur les adaptations théâtrales de son personnage, mais aussi les premières adaptations cinématographiques. Comment il était comment avec cela? Ça l'intéressait? Il aimait bien ça ou Alors, il était comme dans l'amour, il détestait complètement? Alors, il faut savoir que Conan Doyle, c'est quand même un auteur qui est très populaire en Angleterre. Mais vis-à-vis de Sherlock Holmes, il a quand même comment on pourrait dire ça? Il déteste Sherlock Holmes. Il déteste pas Sherlock Holmes, mais pour lui, c'est de la littérature qui lui permettait de vivre. C'était surtout de la littérature qui lui permettait de vivre. Disons que Conan Doyle, il est né en 1859, pardon. Donc c'est quelqu'un qui a fait très tôt, enfin c'était une famille nombreuse, s'ils étaient 8 ou 9 enfants. La particularité, c'est qu'il avait un père qui était déjà caricaturiste, puisque quand ils habitaient à Édimbourg, son père était caricaturiste, donc il dessinait dans le Punch, il dessinait dans plusieurs journaux. Donc ça lui a mis déjà le fil à la patte, je dirais, sur le côté artistique.
Ensuite, derrière, il y avait sa mère, qui était Marie Follet, qui, elle, lui lisait énormément de romans de chevalerie, par exemple, tout ce qui était Ivanhoe, de Walter Scott, et ainsi de suite, qui lui lisait énormément de romans, et ainsi de suite, les Dickens, tous ces trucs-là. Et l'imagination de Conan Doyle, perpétuellement, elle était en mouvement par rapport à ça. Et notamment, par exemple, quand il a fait ses études, quand il était relativement jeune, dans un, comment ça s'appelle, dans un collège de jésuites à Stonehurst, le nom je ne sais plus. Une des particularités, par exemple, que ses professeurs disaient, c'est qu'il aimait aller à l'extérieur, s'asseoir sur la pelouse, avoir une bande de copains autour de lui et raconter des histoires et avoir les gamins qui étaient complètement fascinés par Conan Doyle, qui était en train d'imaginer des histoires et de raconter des histoires. Donc ce goût pour les histoires, il l'a depuis très petit, quoi, depuis tout le temps. Alors après, il a fait ses études de médecine, toujours à Édimbourg, dans la faculté de médecine. C'est là aussi, à la faculté, qu'il a rencontré James Matthew Barrie, qui était l'auteur de Peter Pan. Donc ils se connaissaient très très bien, ils étaient amis, tous les deux. Et il a continué ses études de médecine, pardon. Et puis, la particularité, ça a été un de ses profs de médecine qui s'appelle Joseph Bell, le docteur Joseph Bell. Et Joseph Bell, ça a été un petit peu le pied qui lui a mis à l'étrier par rapport à Sherlock Holmes. Alors, pas dans ces années-là, mais de façon inconsciente, les choses ont commencé à s'accumuler à l'intérieur de lui au fur et à mesure. Et la particularité de Joseph Bell, c'était quelqu'un qui pratiquait déjà ce qu'on appelle la déduction. C'est-à-dire qu'il recevait effectivement des malades, il y avait l'amphithéâtre, il y avait tous les étudiants en médecine, donc il faisait rentrer quelqu'un pour le sculpter, et puis dès que la personne rentrait, ce qui était assez fabuleux, il disait, voilà, monsieur Attel, vous habitez à tel endroit, vous faites tel métier, vous avez certainement telle maladie, et ainsi de suite, rien qu'en l'observant. Et tous les étudiants étaient bouche bée. Ils n'en croyaient pas leur... Et ça se répétait comme ça, et Joseph Bell est très, très connu par rapport à ça, parce qu'il disait ce qui était important, c'est d'observer, c'est pas de regarder, mais c'est d'observer pour pouvoir déduire derrière un diagnostic. Et d'ailleurs, Joseph Bell était tellement réputé comme médecin qu'il était utilisé dans les enquêtes policières en Écosse pour, comme criminalistique, pour faire des autopsies et ainsi de suite. Et il s'alliait avec un autre docteur à l'époque qui s'appelait Henry Lytton-John, qui était un autre fameux médecin à cette époque-là. Et la police de l'époque, la police écossaise, n'hésitait pas à faire appel à lui quand il y avait vraiment des choses qui étaient complexes. Et c'était assez remarquable. Donc ça a été il a baigné là-dedans. Ça l'a imprégné au niveau de l'esprit. D'ailleurs, ce qui est même intéressant, c'est qu'il y a un autre professeur derrière qui va l'inspirer énormément par rapport à d'autres romans qui va sortir après par la suite, qui est le Monde perdu, avec le professeur Challenger. Et il avait un prof de physiologie qui s'appelait Rutherford. Et c'est ce professeur Rutherford qui va lui donner le personnage de Challenger, qui va lui faire imaginer ce personnage de Challenger. Alors, un petit truc qui est intéressant, alors je vais essayer de pas trop m'étendre, c'est qu'à un moment donné, quand il va avoir 20 ans, il va partir dans une expédition dans le pôle Nord. Cette expédition dans le pôle Nord, en vérité, c'est sur un baleinier. Les baleiniers, à l'époque, ils avaient besoin de médecins, chirurgiens. Enfin, à l'époque, il fallait avoir quelqu'un qui soit capable de pouvoir faire un peu de tout, parce que quand les gars, il passait éclopé, quand il se faisait prendre un harpon dans la jambe ou des choses comme ça, il fallait savoir recoudre et ainsi de suite. Donc, donc là, il est engagé, il part sur ce baleinier pendant presque 6 mois, quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va écrire un journal de bord. Ce journal de bord, après, ça va devenir un livre aussi. Mais ce journal de bord, c'est ni plus ni moins ce qui va lui mettre à la patte de la notion du narrateur, c'est-à-dire du docteur Watson. Cette façon d'écrire, de raconter les choses, des fois de les enjoliver un petit peu et ainsi de suite, eh bien, de façon inconsciente, il crée en lui-même le docteur Watson avec cette expédition. Alors, dans cette expédition, il risque de mourir plusieurs fois parce qu'il tombe sur des plaques de glace et ainsi de suite, 4 fois, je crois, il risque de mourir. Et puis, quand il va rentrer, il va finir sa dernière année de médecine, et puis après, il va partir. Donc après, il va être médecin, mais en tant que médecin, malheureusement, il n'a pas énormément de clients. Il arrive à vivre, puisque un médecin à l'époque, à peu près, pour gagner sa vie, vivre à peu près correctement, il touche à peu près 300 livres par an.
hein. Donc c'est ce qui touche à peu près, donc, mais il vivote. Mais derrière, il y a toujours l'idée d'écrire et ainsi de suite. Lui, en tant que jeune étudiant, il a déjà produit plusieurs textes, hein. Il a déjà écrit des textes. Il y a un texte fameux, par exemple, qu'il a écrit sur la Marie Céleste, hein, qui est un vaisseau fantôme qu'on a retrouvé au bord des Canaries. Donc il invente toute une histoire par rapport à ça. Il est plongé dans l'imaginaire, il est plongé dans le fantastique et ainsi de suite. Et puis derrière, il découvre aussi des romans policiers tels que Edgar Poe avec l'inspecteur Dupin. Il y a Wilkie Collins aussi, qui est un gros romancier. Pierre de Lune. Oui, la Pierre de Lune, voilà. Il y a Dickens aussi, Oliver Twist, parce qu'il y a des histoires de crimes et ainsi de suite à l'époque, là-dedans. Donc, il y a tout ça. Alors, pour situer un petit peu le contexte aussi, puisque on va avoir le premier roman qui va sortir en 1887, et pour sortir un petit peu pour se mettre un peu dans ce contexte-là, on est vraiment dans un contexte qui est très particulier dans l'époque victorienne, parce que on a un contexte où le crime est omniprésent un petit peu partout. Bon, à la fois par rapport à Londres, parce que Londres c'est pas une ville qui est à la fois il y a des quartiers qui sont très sûrs, mais il y a des quartiers qui sont malfamés, hein, ne serait-ce que ce que tout le monde connaît un petit peu avec Whitechapel, mais il y a des quartiers un petit peu comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a même des cartes qui sont dressées par la police, où on voit ces cartes avec des lignes bleues et des lignes rouges qui sont dressées dessus en disant, voilà, ligne bleue, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Ligne rouge, méfiez-vous la nuit, passez une certaine heure, vous risquez d'avoir des problèmes et de vous faire trucider. Et on voit ces lignes qui sont juxtaposées les unes à côté des autres. Donc on fait 100 mètres, et 100 mètres après, on peut tomber dans une rue malfamée. Et Londres est un petit peu comme ça. À cette époque-là, on a un journal aussi qui paraît de la police, qui s'appelle le Police London News. Et dedans, c'est crimes et machin, avec des trucs sordides qui sont racontés. Mais les gens, ils adorent ça. Ils achètent ça et ça se vend, mais comme des petits pains. C'est incroyable. Donc on est vraiment dans une époque où la presse à sensation fait ses chouras, justement, avec tout ce qui est les malfrats, les crimes et ainsi de suite. Et les gens achètent ça et les gens sont friands de ce truc-là. Alors, est-ce que tout ça, ça fait que Conan Doyle, dans la tête, c'est un mix, un machin, ça a commencé. Et puis, il y a un truc qui l'embêtait beaucoup par rapport à Edgar Poe et par rapport à Wilkie Collins, c'était la façon dont les crimes se résolvaient. C'est-à-dire, c'était toujours le Deus ex machina. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, paf, tiens, tout se met en place et pourquoi on ne sait pas. Et ça, Conan Doyle, il détestait ça. Et ça, de nouveau, c'est Joseph Bell. Comment on observe, comment on déduit, quels sont les petits détails, les petits trucs, et ainsi de suite. Et puis là, il veut vraiment créer un personnage qui prend toute cette mesure par rapport à ça. Et puis, c'est Sherlock Holmes donc, qui va être créé, avec derrière le docteur Watson, qui va être son fidèle ami. Et puis, à la première parution, donc en 1887, avec une étude en rouge. Voilà. Puis après, derrière, ça va continuer. Alors, le deuxième roman qu'il va écrire, c'est un roman peu de gens savent, c'est un roman de commande, en vérité. Hein, c'est le producteur américain du Lynn Picott qui lui passe commande. Et alors, un truc assez extraordinaire, c'est qu'il va donc à cette rencontre dans un hôtel pour déjeuner avec cet Américain. Et qu'est-ce qu'il va avoir en face de lui? Il va avoir Oscar Wilde. Et là, il me dit, mais vous me faites écrire un truc, alors que lui, il est en admiration par rapport à Oscar Wilde. Il dit, mais ma littérature, elle est loin de valoir ce que vaut Oscar. Et là, il dit, non, mais votre littérature, c'est de la littérature policière, les gens adorent ça, et ainsi de suite. Et donc, il va écrire, là, une étude en rouge, pas une étude en rouge, le Signe des Quatre, pardon, qui va être son deuxième roman, mais qui ne va pas connaître énormément de succès. Et Oscar Wilde va écrire donc, le portrait de Dorian Gray, qui va être le seul roman qu'il va écrire, et qui est un roman de commande aussi à cette époque-là. Et puis derrière, lui continue à écrire, et puis il va faire la rencontre aussi après d'un comment ça s'appelle alors c'est quelque chose qu'on utilise plus, c'est un agent, voilà, je cherchais le nom. En Angleterre, on utilise beaucoup des agents, peu en France, par rapport à la littérature. Il va être contacté par un agent, et un nouveau magazine doit sortir, qui s'appelle le Strand Magazine, George Nunez, et qui décide de mettre à l'intérieur plein de romanciers à l'époque qui ne sont pas très connus. Donc Conan Doyle, H.G. Wells, Rudyard Kipling, et ainsi de suite. Plein d'auteurs. Et
Oui, Ah, pardon, ouais, excuse-moi, je t'en prie. je vais vite. Et donc là, il va faire paraître donc, ses 6 premières nouvelles en 1891, si je me et là, ça va être le succès immédiat. Donc là, les gens vont s'arracher le Strand Magazine. C'est plusieurs centaines de milliers à chaque fois de magazines qui sont imprimés, qui s'arrachent comme des petits pains. À cette époque-là, il faut aussi penser que dans les gares, un peu partout, on a des kiosques. Hein. On vend les magazines des kiosques. Les trucs, c'est pas cher. Ça se vend 1 shilling à l'époque. Donc, c'est comme si on achetait un truc 1 franc ou 2, enfin, pas 1 franc, mais 1 euro aujourd'hui, 1 euro, 2 euros. Après, c'est mis dans la poubelle et ainsi de suite. Donc, et ça inonde partout. Mais donc, il va prendre le goût un petit peu de ça, et puis ça va l'amuser, puis jusqu'au moment où ça va plus l'amuser du tout, et il va se dire non, non, là maintenant, il faut que je passe à de la vraie littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les romans historiques, c'est de passer à un autre stade. Et puis là, ben, derrière, il va décider donc de faire mourir Sherlock Holmes. Mais il va devoir le, il va devoir le faire Ouais, ouais. le ressusciter. Avant qu'on commence à parler des adaptations cinématographiques et télévisuelles et en détail pour la deuxième partie de cette émission, juste savoir est-ce que pensait Conan Doyle de ce qu'il a pu voir en termes d'adaptation théâtrale Alors, ou oui, cinématographique? ouais. Alors c'est assez difficile. C'est assez difficile. Euh, Conan Doyle a fait paraître ses mémoires, qui Mhm. est un recueil qui est assez épais, qui date de quelques années avant sa mort, en 1930. Et quand tu fouilles un petit peu à l'intérieur de ses mémoires, tu t'aperçois que par rapport à Sherlock Holmes, c'est quelque chose qui est très succinct à l'intérieur. Il y a quelques chapitres dedans, mais c'est vraiment pas du tout ce qui l'intéresse. C'est-à-dire que Conan Doyle avait vraiment un affect zéro par rapport à son personnage. Pour te dire, ah oui, non, pour te dire, quand il sentait bien qu'il y avait un côté populaire, de choses comme ça, enfin que ça marchait bien. Lui, il avait une idée de faire une pièce de théâtre. À un moment donné, le théâtre, c'était quelque chose où les gens allaient systématiquement. Donc, il écrit cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, il l'envoie à un acteur très célèbre à l'époque qui s'appelle Beerbohm Tree, en lui disant bah voilà, est-ce que ça vous intéresse de jouer au théâtre ce personnage. Puis Beerbohm Tree lui dit ah oui, c'est intéressant, c'est pas mal, bon, il faut écrire, il faut faire des trucs, mais par contre moi je me verrais bien dans le rôle de Sherlock Holmes et dans le rôle de Moriarty. Conan Doyle, il fait non, mais attendez, c'est pas possible. Les deux acteurs, ils arrivent en même temps dans la même scène. Vous pouvez pas jouer les deux en même temps. Puis lui, il fait mais si, je mettrai une moustache, comme ça on me reconnaîtra pas. Donc il a laissé tomber. Et puis après, la pièce est partie avec justement le producteur du Lynn Picott. Donc il est parti, le texte est parti aux États-Unis. Est arrivé donc chez William Gillette. Et là, le William Gillette, bon, il a la pièce, il fait oui, c'est sympa, allez. Hop, j'aurais écrit la totalité. Et il a réécrit la totalité de la pièce. Et à un moment donné, William Gillette envoie un télégramme à Conan Doyle en disant ben voilà, moi j'aimerais bien que Sherlock Holmes se marie, qu'il ait une femme, ceci, cela. Et puis alors Sherlock Holmes derrière lui renvoie et dit vous pouvez le marier, vous pouvez le tuer. Conan Doyle. Conan Doyle, ouais. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. De toute façon, je vous laisse le machin. Donc il avait aucun affect par rapport à ça. Donc, les seules choses qu'on connaît un petit peu, c'est par rapport à Eleanor Wood, où effectivement, il avait rencontré, il avait vu d'autres adaptations cinématographiques. Alors, je ne sais pas si lui, il était vraiment à scruter tout ce qui sortait un petit peu. Je pense que non. Pour la simple et bonne raison, par exemple, l'affaire de Jack l'Éventreur. L'affaire de Jack l'Éventreur qui est en 1888, donc c'est juste l'année après la sortie d'une Étude en rouge. Et moi, je me suis dit, bon, bah, wow, un fait comme ça, Conan Doyle est fatalement intéressé. Et tu cherches, et tu t'aperçois que tu trouves rien par rapport à ça. Il n'y a rien, oui. Donc, c'est très impressionnant, ça. Ouais, c'est très étrange. C'est très étrange, ouais. Ouais, Bah, ouais, comme l'affaire de Jack l'Éventreur elle est aussi très étrange. ah Ouais, oui, c'est oui, vrai que oui. c'est très très bizarre. Mais le cinéma, par contre,
ne l'a pas accepté comme tel, hein. Ça, tu pourras nous le dire. D'ailleurs, on peut même Ouais, commencer à en parler. Tiens, on va faire ça de manière un peu. Ça va être un désordre, un joli fou de un pas. joyeux désordre. Mais Voilà. parce que tu parles de Jack Léventreur, mais le cinéma ne l'a pas considéré comme tel, et le cinéma a dit si, il Ouais. faut que il y ait cette rencontre. Ça n'est pas possible autrement. Est-ce que tu peux m'en Alors, parler de cette fameuse rencontre? oui, il y a eu deux rencontres avec Jack l'Éventreur. Alors, la première rencontre, elle date de, si je me trompe pas dans les dates, de 1965. Mhm. Un film qui s'appelle. Oh, excuse-moi, les noms. C'est pas Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, quelque chose comme ça? Dans les titres français, peut-être, mais comme j'ai souvent les titres américains Je t'en dans prie, le. Daniel, je t'en prie. Excuse-moi vraiment. Non, non, tu rigoles, je t'en Voilà, prie, il n'y a pas de souci. voilà, oui, c'est ça. Le titre français, tu as tout à fait raison. C'est le film de John Hill qui est sorti en 65. Et parce que le titre américain, le titre original, c'est Study in Terror, une étude dans la terreur, qui est un petit jeu de mots hein, avec Study in Scarlet, où on remplace le rouge par la terreur derrière. Et effectivement, ça a été la première adaptation avec Jack l'Éventreur. La particularité de ce film, c'est que ce film, c'est John Hill ou James Hill qui l'a réalisé. Je ne sais plus, voilà. Donc, il a essayé de faire quand même un film qui soit assez proche de la réalité. C'est-à-dire qu'il a essayé de conserver au maximum la réalité historique des faits. Et c'est pour ça qu'on va avoir dans ce film, par exemple, tu vas avoir les 5 prostituées qui vont être assassinées et qu'on va retrouver dans le film avec leur véritable nom. On va avoir un film qui va être très noir. On va avoir un film, je crois, à l'époque, quand il est sorti en 65, il était même interdit aux moins de 18 ans, il me semble. Parce que vraiment, tu vois les crimes réellement de Jack l'Éventreur. C'est-à-dire, tu vois les femmes qui sont assassinées, découpées et ainsi de suite, éventrées. Et pardon de te couper la parole, Daniel, qui jouait le rôle de Sherlock Holmes? C'est John Neville, si je me John trompe Neville, pas, d'accord. c'est John Neville qui jouait qui jouait le rôle de Sherlock Holmes. Et puis l'acteur qui joue Watson, il est un peu moins connu, il s'appelle Donald Houston. Hmm. Voilà. Alors, autre chose à savoir aussi, c'est le deuxième Sherlock Holmes en couleur qu'on va avoir. On pourra reparler du premier, parce que ça, c'est très intéressant aussi. Et c'est le deuxième film en couleur qu'on va avoir. Et là, on est vraiment dans une atmosphère qui est avec un Londres sordide, noir, enfin, des crimes terribles et tout. Et on a un John Neville qui joue un Sherlock Holmes très, très crédible, très, très, très intéressant. Et ce film, malheureusement, aujourd'hui, c'est un film qu'on connaît beaucoup moins, qui a beaucoup moins de succès. Alors après, la deuxième adaptation qu'on va avoir, malheureusement, elle a été interprétée avec Christopher Plummer, qui vient de nous quitter à l'âge de 91 ans, qui était un immense acteur de théâtre et de cinéma. Et là, on va avoir un Sherlock Holmes qui est réalisé par Bob Clark. Bob Clark. Voilà, c'est ça. Hmm. Bob Clark, mais qui va prendre une tournure qui est complètement différente. Autant le film de Study in Terror, lui, on a vraiment quelque chose qui est très axé sur les crimes, sur le côté sordide du côté noir, le côté malsain de Whitechapel et ainsi de suite. Enfin, on est plus dans le film, pas vraiment horrifique, mais un peu dans ce style-là. Dans le film avec Christopher Plummer, on va être dans un film beaucoup plus politique, où là, ils vont prendre, dans ce film-là, une des nombreuses théories sur l'identité de Jack l'Éventreur, qui était que c'était un des membres de la famille royale. C'était le neveu, enfin dans les trucs, Oui, je crois que c'était un neveu ou en fait, il y avait, non, c'est que la famille royale était impliquée indirectement via le médecin personnel de la reine oui, qui s'appelait Sir William Whittegirl et qui donc oui, tuait ses prostituées parce que le neveu de la reine avait eu une relation, enfin, a eu un enfant illégitime avec une autre des prostituées qui s'est retrouvée enfermée dans un asile et elle avait 5 amis qui étaient au courant de cette histoire et donc la reine aurait demandé à son premier ministre de faire en sorte que le bruit voilà. Et le grand c'est vrai que nettoyage. c'est une théorie qui, effectivement, qui a beaucoup perduré, même jusqu'en Oui, 1888, avec le téléfilm avec Michael Caine, qui reprend exactement ça. Oui, oui, non. ouais, ça a été repris dans plusieurs, Hmm. effectivement, dans plusieurs films, plusieurs téléfilms, cette théorie, qui apparemment tient pas la route.
Mais voilà, le film est vraiment axé beaucoup plus sur... Donc on a un film où on va avoir un Londres qui est beaucoup plus en demi-teinte, c'est-à-dire un Londres qui est beaucoup plus dans le brouillard, dans les choses où on a du mal à deviner réellement qui est qui, et ainsi de suite. C'est-à-dire ce sont des silhouettes qui apparaissent et on pense que c'est un tel, et ainsi de suite. Donc les choses sont plus en demi-teinte. Autre chose aussi qui est intéressant à l'intérieur de ce film, et ça je ferai aussi un épisode là-dessus parce que c'est très intéressant, c'est tout ce qui est sous-jacent par rapport à la franc-maçonnerie aussi. Et il y a énormément de références par rapport à la franc-maçonnerie dans ce film qui sont intéressants d'expliquer ou de faire voir parce que beaucoup d'hommes politiques à cette époque-là sont francs-maçons, quoi. Et donc on a un jeu qui est beaucoup plus en subtilité par rapport à Christopher Plummer qui va donner un Holmes un petit peu plus pas grandiloquent mais un petit peu théâtral. Il y a notamment cette fameuse scène avec le docteur Watson. Watson, c'est joué par James Mason dans le film, où James Mason est en train de manger et puis il reste un petit pois. Puis il essaye d'attraper le petit pois en le piquant et le petit pois il roule à chaque fois. Et il y a Holmes, au bout d'un moment, ça l'énerve complètement, donc il prend la fourchette, il écrase le petit pois, il dit « ça y est, maintenant, bouffez-le ». Donc on voit un peu le côté pragmatique de Holmes dedans qui apparaît et qui est intéressant, quoi. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, et ça, ce sont vraiment deux films par rapport à Jack l'Éventreur qu'il faut regarder. Ouais. Il y a énormément d'adaptations cinématographiques Oui. et un peu télévisuelles, mais beaucoup d'adaptations cinématographiques. On pourra malheureusement pas tout nommer et tout citer là aujourd'hui, mais j'aurais voulu avoir ton point de vue sur, selon toi, qu'est-ce qu'une bonne adaptation du personnage holmésien selon, on va dire, trois aspects. Et là, à ce moment-là, je te laisse carte blanche pour me citer des exemples, que ce soit du cinéma ou de la télévision. Alors les trois aspects, c'est le jeu de l'acteur, je sais un peu la réponse que tu vas me donner, mais bon, le jeu de l'acteur, la direction artistique et surtout la mise en scène. Ouais. La mise en scène. Ça serait pour toi, qu'est-ce que serait une bonne adaptation cinématographique ou télévisuelle du personnage holmésien? Alors, ça, c'est une question qui est pas facile. Parce que tu as vraiment, je dirais, deux écoles qui s'affrontent un petit peu de certains côtés. Nous, on le voit, par exemple, au niveau de la Société Sherlock Holmes de France, quand on fait un petit peu nos débats, des choses comme ça, à te dire, ouais, mais moi, c'est ça, non, mais moi, c'est ça. Et pour moi, c'est un peu des chœurs de clocher. Ça n'apporte pas grand-chose. Ce qui est intéressant par rapport à une bonne adaptation de Holmes, c'est de garder l'esprit de Holmes, c'est-à-dire l'esprit du personnage tel qu'il est décrit à l'intérieur des romans. C'est très bien que quand on veut faire une adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire, on ne peut pas en faire quelque chose qui soit d'une fidélité absolue. Donc après, il y a deux partis pris. Est-ce qu'on essaye d'être le plus proche de l'œuvre littéraire, quitte à faire des coupures, des choses comme ça, où on s'adapte, mais on essaye quand même par rapport au roman ou à l'œuvre d'être assez proche, ou alors on essaye de garder l'esprit, c'est-à-dire on reconsidère les choses complètement différemment, on les met dans un autre contexte, mais ce sont les mêmes personnages, les mêmes situations, et ainsi de suite. Et le cinéma, par rapport à ça, il a montré que il y avait ces deux visions qui pouvaient coexister et qui plaisaient à l'un et qui plaisaient pas à l'autre, et inversement. Donc c'est difficile. Moi, je sais que, par exemple, alors si on rentre au niveau cinéma, je pense qu'une des meilleures œuvres et ce qui rend le plus hommage par rapport à Sherlock Holmes, c'est justement un film qui n'est pas tiré d'une aventure de Sherlock Holmes, qui est le film de Billy Wilder. Le film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, est pour moi certainement le film qui représente le mieux l'œuvre, parce qu'on est vraiment dans l'esprit du personnage. Après, on peut critiquer en disant Robert Stephen, c'est un mauvais Sherlock Holmes, il peut avoir les bons côtés, les mauvais côtés, et ainsi de suite. Colin Blackley, par exemple, au niveau du Dr. Watson, peut être intéressant aussi. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Billy Wilder, déjà, à cette époque-là, il fait un parti pris par rapport à l'œuvre, c'est-à-dire c'est de mettre les deux personnages, Sherlock Holmes et le Dr. Watson, avec leur âge. C'est-à-dire qu'ils ont très peu d'écart d'âge. Hein. Ils ont 3-4 années d'écart. Quand tu regardes les films avec Basil Rathbone, c'est un excellent Sherlock Holmes, mais tu vois un Dr. Watson qui est vieux,
qui est très vieux, et qui va servir simplement de faire valoir par rapport à Sherlock Holmes. Et ça, au niveau du cinéma, pendant longtemps, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on avait un sidekick à faire valoir, et tout le poids se mettait sur Sherlock Holmes, sur le personnage et sur l'acteur qui le réalisait. Et puis l'autre derrière, il servait simplement à attirer un petit peu la farce et des choses à côté. Et Billy Wilder, non. Lui, il dit, moi, je prends 2 personnages. Alors, il faut voir que Billy Wilder, à la base, pendant plus de 10 ans, c'est quelque chose qu'il a envie de réaliser. C'est quelque chose qu'il va avoir envie de faire. La première idée de Billy Wilder, ça, on en avait parlé un petit peu en off, et là, je rejoins ce que tu disais, c'était la notion de comédie musicale. Il voulait le faire en comédie musicale, il voulait que ça soit joué à Broadway. Et il voulait, à l'époque, que je retrouve son nom, l'acteur qui jouait dans My Fair Lady, Rex Harrison. Rex Harrison, oui. Voilà, donc il voulait Rex Harrison, à l'époque, le jouer. Puis le truc à Broadway, c'est pas fait. Donc après, il a pensé à Peter O'Toole, il a pensé à des acteurs très connus, mais toujours sur une version musicale. Et puis, ça ne le satisfaisait pas. Donc, Billy Wilder, lui, après, a fait beaucoup de tournées avec lui. Comment s'appelle l'acteur anglais, tu vois, j'ai du mal un peu à retrouver les noms. Qui joue dans ses films Oui, dans ses films, Irma la Douce. Jack Lemmon. Jack Lemmon, voilà. Donc, il a pensé pendant très longtemps à faire jouer Jack Lemmon. Et le problème, c'est que... Ça aurait été drôle. Ça aurait pu faire une version... Ça aurait été un contre-emploi. Ouais, une version intéressante. Mais il faut savoir que Billy Wilder, c'est un bourreau de travail. Et au niveau du scénario, quand il écrit un scénario, il veut que les répliques elles soient récitées telles qu'elles sont écrites. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas que les acteurs se mettent à improviser le scénario, les dialogues et ainsi de suite. Ça il n'aime pas. Et ça, c'était son plus gros problème avec Jack Lemmon, parce qu'il l'avait vécu avec... comment ça s'appelle je me souviens plus les films avec Shirley MacLaine dans l'appartement la garçonnière, ouais, The Apartment. Voilà. Et ça, voilà, et ça l'avait. Et puis il s'est dit non, les meilleurs acteurs pour jouer pour lui sont des comédiens de théâtre. Je vais prendre des comédiens de théâtre parce qu'eux ils sont déjà habitués à apprendre un texte. Donc le texte, ils le connaîtront sur le cordeau et ils vont le réciter comme il faut. Et donc, il a pris 2 acteurs de théâtre qui se connaissaient très bien, donc Robert Stephen et Connie Blackley, et qui ont vraiment, moi je dirais, représenté un Holmes et Watson qui sont ahurissants. Enfin, c'est fantastique. Parce que dedans, on va retrouver tout. C'est-à-dire que au niveau du personnage de Sherlock Holmes, ce qui l'intéressait Billy Wilder, c'était donc de ne pas avoir recourir à quelque chose qui soit dans les écrits de Conan Doyle. Donc il voulait quelque chose qui soit entièrement nouveau, mais il voulait dedans savoir pourquoi, par exemple, il se droguait, pourquoi il se piquait, pourquoi il y avait cette mélancolie, pourquoi au niveau des femmes, avec Irene Adler, il a cette relation très particulière avec les femmes, pourquoi il a ce dédain, pourquoi il y a un certain nombre de choses, pourquoi il y a toute cette mélancolie aussi d'un seul coup qui peut arriver, qui va le plonger, je dirais, dans un isolement complet dans sa chambre pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà. Et ça, il se posait des questions par rapport à ça et il s'est dit, la meilleure réponse que je peux avoir, c'est d'écrire un film et d'essayer de trouver la réponse par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que ça va donner une étude un petit peu psychologique du personnage interprété par Robert Stephen. Et ça, c'est savoureux. Alors, on peut critiquer après qu'il soit bien joué, mal joué, peu importe. Mais là, on est vraiment dans l'esprit de Holmes. On essaye de comprendre l'esprit de Holmes. Et d'ailleurs, ce qui est très dommage avec ce film-là, c'est un film qui était construit autour de 4 histoires à l'intérieur. Et donc, un film qui faisait plus de 3h, 3h20 à peu près. Il y avait plus de 400, 500 pages de dialogue. C'était énorme. Et donc, Billy Wilder avait réalisé la totalité. Et malheureusement, il est parti en repérage pour un tournage qui devait se faire en Europe. Et il a abandonné un petit peu le film, il l'a laissé de côté. Puis quand il est revenu, son film, il a été coupé. Mais mutilé, complètement mutilé. Oui, mutilé, oui. Et il y a deux des 4 histoires. 2 affaires qui sont... Voilà. Et ces affaires sont primordiales à l'intérieur. Il y en a une notamment qui se passe sur un bateau, où on va comprendre quelle est la difficulté de pouvoir raisonner et trouver des énigmes. Et à un moment donné, donc sur ce bateau, le capitaine arrive et dit à Holmes et Watson, il dit voilà, il y a deux personnes qu'on vient de découvrir mortes dans leur cabine, ce serait bien de pouvoir enquêter avant qu'on débarque et que la police arrive pour savoir un petit peu ce qui s'est passé.
Et Holmes dit à Watson, il dit, ça vous intéresserait d'essayer de résoudre l'affaire? Puis Holmes, il dit, bah, je suis pas capable, non, je peux pas. Puis il dit, mais si, il dit, de toute façon, je serai à côté de vous, il dit, il n'y a pas de souci. Et donc, ils partent, ils descendent les ponts et machin. Et là, ce qui va se passer, bah, c'est que Watson va se tomber de cabine. Voilà, il va intervertir le pont B avec la cabine A et le pont A avec la cabine B. Et il va rentrer dans cette chambre avec deux personnes qui pensent être mortes et dans un lit. Et puis donc là, il va complètement trouver toute une déduction, quelque chose qui est très bien fait, hein, très bien raisonné, de façon très fine et ainsi de suite. Et on a donc Robert Stephen, Sherlock Holmes, qui est là, qui regarde et qui le laisse s'embourber au fur et à mesure de ces machins. Parce que chaque fois qu'il essaye de trouver une explication, il faut qu'il essaye de trouver la confirmation de cette explication. Et puis encore, pourquoi ça? Et encore, pourquoi ça? Et puis ça rajoute et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et Robert Stephen est là, et c'est fantastique, parce qu'il sait que depuis le départ, lui, qu'il s'est trompé de cabine. C'est pas la bonne cabine. Mais il le laisse aller. Et alors, il y a un humour. Ça, c'est Wilderien. Ça, c'est Wilderien, ça. Ah, ça, c'est du grand Billy Wilder. C'est Billy Wilder. Ah ouais. Et il y a un humour dedans qui est fantastique. Et jusqu'au dernier moment où on va avoir les deux jeunes mariés qui se réveillent, wow, comme ça. Et Watson, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et Holmes qui fait, je pense peut-être que vous êtes trompé de cabine, tout simplement. Donc il résume de façon très claire les choses. Et ça, et cette partie-là est sublime. Enfin, il y a un humour dedans. On aura une chance un jour de le voir, ce film, monté comme il l'avait souhaité, Billy Wilder. Ouais, moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais beaucoup qu'il soit. Beaucoup de rumeurs font dire que le monteur à l'époque, lorsqu'il avait découpé la pellicule était partie directement à la poubelle. Beaucoup de gens pensent que c'est ce qui s'est passé. Moi, j'y crois pas. Parce que je pense que quand tu es producteur du film, que tu as des rushs, tu gardes les rushs. Je pense pas que les rushs, tu les gardes. Tu les mets dans un coffre-fort, tu les mets quelque part. Et je pense que ces négatifs sont certainement quelque part dans une collection privée, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que reconstituer un film comme ça, il y a une reconstitution qui a été faite. Vas-y, je t'en prie. Ah, si, vas-y. Ah oui, vas-y. Je t'en prie. Le film a été remasterisé. Il est ressorti en France et aux États-Unis. Et donc, si vous voulez une super version de la vie privée de Sherlock Holmes, je vous conseille celle-ci. Elle est vraiment excellente. Et derrière, vous avez aussi donc des interviews. Il y a une longue interview qui avait été réalisée par un documentaire allemand sur comment s'appelle ce Billy Wilder, avec des images d'archives et ainsi de suite. Fantastique. Vraiment à voir un super document, un super documentaire. Donc je pense que oui, ce serait super, mais je pense que ça demanderait énormément d'argent. À l'époque, quand le film est sorti, c'était 10 millions de dollars. Hein, en 1969, c'était un budget qui était énorme, colossal. Il y a eu presque un tiers du budget ou un quart du budget qui est passé dans le décor de Baker Street. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'ils se sont rendus à Baker Street, à Londres, Billy Wilder et l'équipe. Puis alors, quand ils sont arrivés dans la ligne, ils disent, mais c'est ça Baker Street? Et il y avait des bruits, des boutiques, des machins. Enfin, c'était une rue moderne, quoi. Ils se sont dit, non, hors de question. Donc, on va refaire un décor. Donc, les décors ont été montés à Pinewood, dans les grands studios de Pinewood. Là, on tournait, après, plus tard, on a tourné les James Bond aussi à cet endroit-là. Et on a reconstitué donc la rue de Baker Street sur presque 300 mètres, ce qui est énorme. Et là, on s'aperçoit aussi du côté un petit peu un peu la folie des grandeurs de Billy Wilder. Je veux dire, même pour quelques scènes qui durent quelques minutes sur le film, mais il voulait respecter vraiment les choses parfaitement, c'est-à-dire les grilles, les bâtiments, on voit une vitrine, la vitrine, il faut qu'il y ait des vrais objets de l'époque victorienne à l'intérieur. Lorsqu'ils ont reconstitué l'appartement de Sherlock Holmes, tous les objets qui sont à l'intérieur sont des vrais objets holmésiens. On retrouve plein de choses à l'intérieur. Il y a une scène qui est très très intéressante parce que, bon, alors je ne sais pas si les gens le connaissent ou non. Donc une des études que fait Sherlock Holmes, c'est d'étudier les cendres, les cendres de cigares, de cigarettes et ainsi de suite, parce que ça lui permet comme ça de pouvoir
identifier qui fumait quoi, et avec l'origine de la cigarette, remonter, et ainsi de suite, les éléments. Donc, il répertorie comme ça sur des journaux, sur des cahiers, 200 ou 300 types de cendres différents, parce qu'elles ont toutes leurs particularités. Et on a une scène à l'intérieur de Becosset où on voit Holmes avec toute une lignée de pipes, avec des appareils qui sont en train d'aspirer la fumée, enfin d'aspirer sur les pipes, pour pouvoir donc automatiser de certains côtés, je dirais, la création des cendres. Et c'est une dizaine de pipes. Et c'est très drôle. C'est-à-dire que toute la démesure de Billy Wilder, c'est là. On prend un élément, mais un élément, on va le transcender, on va le magnifier, on va le mettre en avant d'une façon un petit peu exagérée. Et d'un certain côté, ça fait, on reste dans l'esprit du personnage, dans l'esprit du roman, mais en même temps, on donne un côté humoristique, on donne un côté transcendant de la chose qui est très intéressante. L'autre chose aussi qui est super à l'intérieur de ce film, c'est tout ce qui est la partition musicale. La partition musicale qui va être faite par Miklos Rozsa, qui avait à l'époque réalisé un concerto pour violon, et donc il va réécrire, il va réadapter ce concerto, et ce concerto, c'est vraiment une œuvre qui va être calquée au millimètre, je dis, par rapport au niveau du film. Je veux dire, on va avoir des ambiances qui vont être créées, c'est-à-dire des ambiances où la mélancolie, elle vous prend à l'intérieur quand vous regardez ce film. Mais parce que la musique, elle est complètement complémentaire avec ce qui est filmé, quoi. C'est fou, quoi. Et le travail de la photographie qui va être fait en Écosse, le travail de décorateur, le travail des acteurs, on va avoir, comment elle s'appelle, Geneviève Page, l'actrice française qui joue le rôle d'Irène Adler. Non, c'est pas Irène Adler, c'est une espionne allemande. Qui sera mais la référence, voilà, c'est voilà, la référence. C'est la référence à Irène Adler. Avec ce très beau plan final où elle lui dit je t'aime, mais voilà. Et d'ailleurs, ce plan final, alors pour faire un petit aparté avec la version de la BBC, on retrouve un petit peu la même chose, puisque à la fin, il apprend qu'elle va être exécutée par les Japonais. Et quand tu as la version avec Irène Adler de la BBC, avec Benedict Cumberbatch, bah, il apprend qu'elle est en Afghanistan et qu'elle va se faire décapiter. Mais bon, on laisse la fin. On laisse la fin parce que découvrir les gens. Et voilà. C'est une très bonne transition parce que j'aurais voulu parler aussi avec toi de la télévision, de comment Sherlock Holmes s'est adapté à la télévision parce que à part peut-être la version de Guy Ritchie au cinéma, la duologie de Holmes au cinéma qui vaut ce qu'elle est, je veux dire, c'est une manière de regarder Holmes qui peut être aussi intéressante, mais elle est là, elle existe et pourquoi pas. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que comment dire, la richesse de l'adaptation holmésienne, j'ai l'impression qu'elle se trouve surtout à la télévision. Même si on a eu des très bons interprètes comme Basil Rathbone, on a eu aussi les films de Terence Fincher, dont le fameux Chien des Baskerville. Certes, on a eu quelques films ici et là. Il y a eu les films parodiques voilà, de l'œuvre de Conan Doyle. Voilà. Mais à la télévision, il y a un avant et un après avec Jeremy Brett, qui est considéré comme étant peut-être celui qui l'a le mieux incarné. Il y a la série avec Benedict Cumberbatch. Il y a cela. Il y a aussi d'autres variantes, comme par exemple le Dr House, etc. Voilà, Elementary. Il y a même une version... les journalistes disent une version féministe avec Enola Holmes. Moi, la question, voilà, c'est ça. C'est est-ce que la télé, finalement, s'en est bien sortie dans l'adaptation holmésienne, selon toi? Bah, je dirais que la télévision, par rapport au niveau du cinéma, elle offre quelque chose qui est très intéressant. C'est de pouvoir prendre un personnage et de pouvoir le travailler sur la durée. Je pense que quand on est au cinéma, donc tu sais très bien qu'au cinéma, on va être sur 1h30, 2h. Les films qui vont dépasser 2 heures, c'est extrêmement rare. Mais on est vraiment dans un format qui est relativement court. Et puis après, tout ce qui est inhérent par rapport au niveau du film. Je veux dire, il y a la notion de rythme, la notion de coupure, la notion, enfin plein de notions différentes. Alors, juste pour revenir par rapport au niveau des films de Guy Ritchie, les films de Guy Ritchie sont très intéressants aussi.
Alors, parce que lui, il a repris aussi le pari, et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez osé et qui est très intéressant, c'est de remettre le film dans le contexte, c'est-à-dire remettre le film dans l'époque victorienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en vérité, les films où Sherlock Holmes se passe à l'époque victorienne, ils ne sont pas si nombreux que ça. Pourquoi? Parce que reconstituer l'époque victorienne, reconstituer l'appartement de Baker Street, bah, ça demande énormément d'argent. Par exemple, quand tu prends les films avec Basil Rathbone, tu vas avoir les 2 premiers films, qui est Le Chien des Baskerville et puis Sherlock Holmes revient, ou je ne sais plus, qui se passent à l'époque victorienne. Les 12 films qui sont après vont se passer pendant les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que tu as Sherlock Holmes qui prend l'avion, qui prend la voiture, qui va chasser les nazis, et ainsi de suite. Et on met les choses dans leur contexte parce que bah, ça fait faire des économies, malheureusement. Mais on essaye, mais on garde le personnage. Et, le Chien des Baskerville avec, comment s'appelle, Peter Cushing, le film de Terence Fisher, lui va se passer dans beaucoup dans les décors. Donc là, c'est pareil, ce que tu fais, c'est que tu évites de filmer Londres, tu vas avoir simplement un appartement qui va être de type victorien au départ, où tu as Peter Cushing qui dit non, Holmes, je vous laisse faire l'enquête, vous partez dans le Dartmoor, et ainsi de suite. Et puis le Dartmoor, comme tu vas filmer là-bas, il n'y a pas de notion de temps, c'est intemporel. Je veux dire, c'est un paysage, que tu sois en 1880 ou 93 ou en 1950 ou en 2000, c'est le même paysage, c'est la même chose. Donc ça ne changera pas grand-chose. Donc ça c'est un des partis pris. Et la télévision, bah, elle offre véritablement une de ses qualités, c'est de pouvoir être sur la longueur. C'est-à-dire que bah, ça permet de faire... Les Anglais, ils aiment bien, eux, faire des épisodes, effectivement, pour les policiers qui sont plus sur du 90 minutes. Les Américains, eux, ils ont un timing qui est beaucoup plus court, puisque eux, ils sont plus sur du 48-52 minutes lorsqu'ils font un épisode sur des policiers. Et les Français, nous, on est... grosso modo sur 1 heure, quoi, 60 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais le 90 minutes, ça permet quand même de pouvoir exploiter beaucoup plus les choses. Alors, juste pour revenir, donc effectivement, dans les années 80, 84, jusqu'en 80, je crois c'est 12, quelques années avant sa mort, donc Granada décide effectivement de réaliser des Sherlock Holmes. Mais la particularité, donc c'est, premièrement, il faut que ça se fasse à l'époque victorienne. Donc, on va reconstituer de nouveau des décors parce que bah, la production l'exige. Donc là, on va constituer des décors qui sont à Manchester. On va refaire la rue, et ainsi de suite, l'appartement. Et derrière, bah, on va essayer de se calquer le plus proche de Sherlock Holmes, mais là, par rapport au niveau des bouquins. Et là, on va apprendre un acteur de théâtre qui est fabuleux à l'époque, qui s'appelle Jemery Brett, qui a déjà une belle carrière derrière lui, un acteur shakespearien. Le cinéma aussi, qui avait joué dans My Fair Lady, d'ailleurs, tu en avais parlé dans My Fair Lady. Ouais. Qui a une présence. Alors, et c'est pareil, c'est un acteur qui est capable de pouvoir. C'est incroyable. Dans la pure, hein, c'est un acteur complet. Hein. Et donc. Autant, pardon, je t'interromps, excuse-moi, mais autant la série, je trouve qu'elle a extrêmement vieilli parce que j'ai jamais vraiment trouvé. Comment dire, elle m'a jamais vraiment intéressé de par sa mise en scène. Par exemple, je préfère beaucoup plus la mise en scène dans la série Sherlock et encore, mais non, la série Granada que je mets en haut de beaucoup de choses, mais elle a jamais vraiment pour moi brillé par sa mise en scène, donc elle a effectivement assez mal vieilli. Mais je trouve que le jeu de Jemery Brett n'a pas vieilli. On est en 2021, il m'arrive encore d'en voir quelques épisodes, je trouve que ça n'a pas vieilli d'un iota, c'est assez impressionnant. Oui, mais ça il faut se remettre dans le contexte aussi. C'est-à-dire que dans les années 80, quand les Anglais réalisent des séries, elles les réalisent pas du tout avec le même rythme qu'on peut avoir des séries policières françaises. Ils mettent volontairement un rythme qui est beaucoup plus lent, un rythme sur lequel il va falloir rentrer au fur et à mesure dans les éléments, dans les choses. Et ça reprend un petit peu les éléments qu'on a dans les œuvres littéraires, dans les nouvelles, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les choses se font de façon progressive. Et on apprend par étapes les choses au fur et à mesure. Et ça respecte bien ça. L'autre chose qui était voulue de la part de Granada, c'était d'avoir quelque chose qui soit le plus fidèle par rapport aux écrits. Et fatalement, si tu cherches à calquer l'écrit, je dirais que d'un certain côté, tout ce qui est le côté cinématographique, le côté entertainment que tu peux avoir derrière, bah, tu le mets de côté. Donc, tu fais un choix. Et le choix, à l'époque, c'était j'ai un acteur fabuleux, j'ai un texte extraordinaire. Avec les deux,
je devrais pouvoir faire quelque chose de Mais, fantastique. mais, mais tu as raison parce que quand on prend la série Poirot avec David Hum, Suchet, qui a hum, commencé dans les années 80 et qui s'est terminé il y a 4 5 ans si je me trompe pas, tu as effectivement raison parce qu'on y voit là pour le coup une évolution, c'est-à-dire plutôt une progression dans la mise en scène. Les derniers épisodes de Poirot sont hum. très intéressants de par leur mise en scène que les premiers qui sont effectivement très terre à terre, mais il y a Ouais, quand même une interprétation juste extraordinaire de David oui, Suchet. voilà, Donc c'est voilà. vrai, tu as tout à fait raison, ouais, Ouais. effectivement. Et c'est vrai que je pense que dans la vision des Anglais, je pense que ce qui les intéresse, eux, c'est le personnage, c'est de mettre en avant le personnage. Je dirais Hmm. tout ce qui est l'enrobage, c'est quelque chose qui vient après. C'est un petit peu le papier, tu vois, qui va garnir le tout. Donc tu ouvres, tu regardes dedans et oh, j'ai le chocolat, je goûte. Oh, fantastique. Je pense que c'est ça, hein, les Anglais, c'est ce qui. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre, je pense, par rapport à des spectateurs comme nous, Français et autres, parce que c'est vrai que, ou même Américains, où là, on a des rythmes, on cherche des choses qui soient beaucoup plus temporisées, rythmées, et ainsi de suite. Donc, c'est très différent. D'ailleurs, moi, j'ai fait l'exemple, je me suis dit, jusqu'à quel point ils sont fidèles. Et ben, j'ai repris les livres, j'ai regardé les dialogues, et pile poil, tu as les phrases, tu as les Ah dialogues. oui, d'accord. Ah oui, oui, Ah oui, mais d'accord. c'est assez fantastique, quoi. Il y a un vrai, mais là, on est, je dirais, dans un travail de reconstitution historique. Alors, est-ce que le cinéma et la télévision doivent être des reconstitutions historiques? Il y en a qui te diront oui, oui, ben, Mhm, bien sûr, ça doit. Puis il y en a d'autres mhm. qui diront bah non, non, ça doit pas. Il faut laisser. La série Holmes avec de Mark Gatiss et Moffat, Hmm, pour le coup, elle est super intéressante parce qu'il y a des résonances voilà, avec la société dans laquelle oui, vivent les acteurs, les auteurs, tout cela. tout D'ailleurs, à fait. Holmes, c'est ça, Ouais, oui. tout à Vas-y, je fait, t'en prie. parce que Holmes, en vérité, est un personnage complètement intemporel. Je veux dire, Mhm. on peut le mettre dans n'importe quelle situation. Alors, on pourrait le mettre au Moyen Âge aussi, pourquoi pas. Mais je veux dire, par Bah, rapport à ça l'époque existe. C'est victorienne, Cadfael, c'est Cadfael. oui, ouais, ah oui, 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 c'est quatre faits, ouais, tout à fait, ouais. Ou alors l'acteur, ou alors le personnage que joue Sean Connery dans Le Nom de la Rose. Et d'ailleurs, Oui, oui, il s'appelle avec bien Carville, Baskerville, donc. tout à fait, ouais. Mais je dirais, non, il n'y a pas il y a pas de loi, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de choses. Pourquoi l'une serait plus intéressante, plus mauvaise que l'autre ou différente? Je veux dire, on peut y trouver. Alors maintenant, dans la série Sherlock de la BBC, qui est fait par Mark Gatiss et Stephen Moffat, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les deux, ce sont des fans absolus. C'est-à-dire qu'ils Hmm. connaissent les œuvres sur le bout des doigts, les machins, et la série télé, les épisodes sont bourrés de références dedans. Moi, il me faut des fois 2 fois, 3 fois, 5 fois le visionnage pour dire oh, ah oui, j'ai vu le petit truc là, j'avais complètement oublié. Et c'est fantastique. Mais c'est construit de telle façon que tu peux le revoir, 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 et ainsi de suite. C'est bourré de choses comme ça. Et Mark Gatiss explique de toute façon, par exemple, la démarche qu'il voulait, c'était absolument de moderniser et de mettre dans un contexte moderne Sherlock Holmes. Pourquoi? Parce que ça montre que ça fonctionne très bien. Tout ce qui était de l'époque victorienne, ou toute la façon dont on pouvait faire de la déduction logique à cette époque-là, ça marche très bien. La première scène qu'on voit avec Studying Pink, quand il arrive avec la femme qui est allongée sur le sol, donc ça reprend exactement la scène dans une étude en rouge. À part que là, c'était un homme et là, c'est une femme. Mais la déduction qu'il en fait, où il va découvrir qu'elle a pris le train à Cardiff à telle heure et ainsi de suite, je veux dire, c'est génial. Et ça Ouais. fonctionne merveilleusement bien. Ça ne dénote en rien de l'esprit de Sherlock Holmes. Et là, c'est tout leur savoir-faire, tout leur succès à tous les deux. Donc oui, c'est génial. Après, on peut mettre en opposition. Alors, après, il y a des gens qui ont dit aussi, qui regrettaient par exemple la saison 1, la saison 2, la saison 3. Ouais, mais là, ça commence à prendre une tournure un peu. La saison 4, ah ouais, on fait arriver une sœur qui n'existe pas. Donc, moi, j'ai trouvé toutes les saisons super intéressantes. Et ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, pour te dire, dedans, c'est par rapport au niveau du personnage de Moriarty euh, qui est joué dedans. Donc ce personnage qui va se suicider, hein, qui meurt dans à la fin de la saison 2, et la phrase qu'il dit, c'est que de toute façon, j'ai déjà gagné. Et tu te dis, mais il meurt. Comment il peut battre Sherlock Holmes alors qu'il meurt?
Et c'est là toute la subtilité d'écriture de Mark Gatiss et Stephen Moffat, c'est que par rapport à Moriarty, ils ont pris quelque chose du personnage qui est très intéressant. C'est-à-dire que Moriarty écrit, donc ça on les a dans les nouvelles, écrit un bouquin sur le parcours des astéroïdes. Alors ça peut paraître complètement bénin, mais il faut savoir qu'à l'époque victorienne, la mécanique quantique, la mécanique de Kepler, et ainsi de suite, on sait très bien calculer les orbites des planètes et ainsi de suite. Donc tout ça, on sait le faire mathématiquement, ça pose aucun problème. Les astéroïdes, c'est déjà beaucoup plus délicat. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui est beaucoup plus petit, il peut jouer sur la gravité des planètes qu'il rencontre par rapport à son parcours, il peut être dévié par rapport à tout un... Et là, Moriarty écrit un ouvrage qui est d'une complexité absolue que personne, aucun astronome, mathématicien, physicien à l'époque, n'est capable de pouvoir écrire. Alors bien sûr, c'est du fictif, hein, mais voilà. Et ce qui va être super intéressant, c'est que ça, on va le retrouver dans les épisodes de Sherlock. C'est-à-dire qu'il va créer toute une préparation, toute une mise en scène pour dire, même si je meurs, j'ai mis une mécanique en place qui sera inéluctable et qui fera que, finalement, je vais vous vaincre et finalement, je vous aurai. Et c'est ce qui se passe dans la saison 4. Hein. On se dit, mais il a gagné, Moriarty a gagné avec... Et d'ailleurs, je suis sûr, allez, je m'avance, mais je suis sûr qu'à un moment, tu te disais, il va réapparaître. Et je ne sais pas comment, mais ils vont le faire réapparaître. Moi, je pensais que c'était pareil. Hein. Je me suis dit, il va réapparaître. Et finalement, non, il ne réapparaît jamais. Et c'est pas la peine qu'il réapparaisse. C'est pas la peine parce que tout a été calculé, tout a été comme cet astéroïde. Il sait très bien où elle va aller, ce qu'il va faire, comment les choses vont s'enclencher les unes derrière les autres. Toute cette petite horloge, tous ces petits engrenages derrière, tac, 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 ça se met en place. Et l'horloge, au bout d'un moment, pling, elle va se placer sur midi. Et quand elle se placera sur midi, j'aurai gagné. Voilà. Et ça, c'est d'une subtilité. Et là, c'est assez fantastique le travail qu'ils ont fait. Donc après, bien sûr, je dirais qu'au niveau cinématographique, enfin, on regarde, on voit un petit peu toutes ces choses-là, mais ou alors on passe complètement à côté. Et c'est pour ça qu'après, c'est intéressant aussi de revoir un petit peu tous ces épisodes, parce qu'au fur et à mesure, on démystifie tout un tas de choses et on comprend tout un tas de choses. Il y avait un truc qui est très intéressant aussi par rapport... moi, j'avais fait sur la vidéo sur la vie privée de Sherlock Holmes, et j'avais notamment mis le passage avec Irene Adler. Et quand il rencontre la première fois Irene Adler, ça c'est aussi fantastique, c'est-à-dire qu'il y a Irene Adler qui arrive, qui est complètement nue, et qui arrive, et qui s'assoit nue devant lui. Et là, on voit Sherlock, il est complètement désemparé, il dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis quoi comme indice? Sur son corps, je ne retrouve rien, et ainsi de suite. Et il se fait complètement avoir. Et il y a une scène qui est un petit peu similaire dans le film de Billy Wilder, où Gabriel Valadon, donc Geneviève Page, arrive aussi complètement nue dans les bras de Sherlock, qui est complètement désemparé. Et alors, par contre, dans le Sherlock, dans la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, ce qui était très intéressant, et ça fait partie des scènes coupées, on le voit effectivement durant sa jeunesse à Oxford, participer à une course d'aviron, et il gagne la course d'aviron, et le prix qu'il gagne, c'est de pouvoir passer une nuit avec une prostituée. Et cette prostituée, en vérité, Sherlock Holmes l'avait déjà aperçue, l'avait déjà vue, il en était tombé secrètement amoureux, et là, le fait de comprendre que c'est un prix, que c'est une prostituée, alors là, ça le barricade, le bloc vis-à-vis des femmes, et ce passage, c'est fantastique, et ça permet de comprendre énormément de choses, parce que Sherlock Holmes, c'est pas quelqu'un qui est les femmes, il n'a pas de haine vis-à-vis des femmes, c'est quelqu'un qui se crée une barrière, il se crée un mur, parce qu'il se dit que si je passe cette frontière, si je passe ce mur, je vais aller dans le domaine des émotions. Si je vais dans le domaine des émotions, je vais exprimer des choses qui vont dépasser ce que je pense, qui ne seront plus ma raison. Je sors du domaine de la raison, du domaine de la logique. Donc si je ne veux pas arriver dans ce domaine-là, si je ne veux pas dépasser cette frontière, il faut que je reste au-delà. Et au-delà, je suis obligé de créer cette frontière, cette truc, et de me préserver par rapport à ça. Donc, et ça, on le comprend très très bien dans le film de Billy Wilder. C'est très finement amené. Alors, dommage, la scène est coupée, mais c'est dommage. Alors, dans les séries télé aussi, donc il y a la série avec Jeremy Brett, donc elle a plein de qualités. Et comme je te dis, on est sur de la reconstitution, quoi. Il faut ni plus ni moins le dire. Et elle offre tous ses avantages, avec la démesure que peut avoir
Jeremy Brett derrière. Les personnages de Watson aussi, c'est pareil, il y a 2 acteurs qui ont joué Watson sur les différentes saisons. Il est un personnage qui est plus intelligent, qui est plus futé, qui amène beaucoup plus de choses au niveau des dialogues, au niveau des réactions du personnage avec Sherlock Holmes. Après, au niveau de la réalisation, bon, bah, tout est fait aussi à l'intérieur de décors qui se veulent victoriens. Donc ça c'est très intéressant. Mais moi je dirais que c'est une vision d'un certain côté fermée. C'est une vision fermée qui te propose un cadre qui est relativement strict. Et on te dit, voilà, vous rentrez dedans, vous rentrez pas dedans, bah, tant pis pour vous. Mais si vous rentrez dedans, bah, vous allez retrouver dedans tout ce que vous aimez. Bah ouais, ok, mais bon, les adaptations, c'est pas fatalement que ça. Et c'est pour ça que derrière, moi, je mettrais une autre adaptation qui est, à mon avis, que je trouve très intéressante, c'est Elementary. Elementary de CBS, qui a été fait par Robert Doherty. Et Robert Doherty, au départ, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il contacte Mark Gatiss et Steven Moffat en lui demandant, bah voilà, moi, je voudrais faire une adaptation américaine de votre série à vous, de la série Sherlock. Et Gatiss et Moffat dit, non, on ne vous revoit pas les droits. Il dit, vous faites comme nous, vous lisez, vous créez votre truc, et ainsi de suite. Et puis Robert Doherty, bah, c'est ce qu'il a fait la même chose. Donc il a créé. Mais là, on est dans un contexte complètement différent. On est dans un contexte où les séries américaines, elles sont très typées. C'est-à-dire qu'elles doivent correspondre à, je dirais, à des timings qui sont particuliers, tu sais, avec des scènes d'introduction, des scènes d'action et ainsi de suite. Enfin, je dirais, les scénaristes américains, je dirais, ils ont un patchwork qui doivent respecter par rapport à un cahier des charges. Un cahier des charges, voilà. Et là, donc, on est sur une série qui est beaucoup plus courte. Hein, on est sur des 48 minutes, 52 minutes peut-être au maximum. Sur les séries Sherlock, on est sur des 90 minutes, sur 1h30. Et là, il faut faire ça. Donc, tu ne peux pas faire tout. C'est impossible. Et le parti pris, c'est de dire, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je mets en avant? Ce que je mets en avant, c'est le personnage, c'est Sherlock Holmes. Et c'est ce qui a été fait avec Johnny Lee Miller. C'est-à-dire qu'on axe énormément les choses par rapport au personnage et on axe énormément les choses par rapport à l'esprit du personnage. Et là, l'esprit du personnage, il est là, il est dedans. Et un truc qu'on oublie beaucoup aussi par rapport à toutes ces adaptations, c'est que le monde de Sherlock Holmes, c'est un trio. C'est 3 choses. C'est Sherlock Holmes, le docteur Watson, la ville, Londres. Et les 3 font partie de quelque chose qui est indissociable. Et là, il a l'avantage de prendre New York. Et New York peut offrir exactement le même contexte qu'on pourrait avoir par rapport à Londres. C'est-à-dire c'est une mégapole dans laquelle tout peut se passer, où tu peux être confronté à tout et n'importe quoi. Et c'est intéressant. Et là, c'est véritablement intéressant. Après, le fait de prendre un personnage féminin pour Joan Watson, ça aussi. Alors, il y a beaucoup de gens, oh, mais on ne peut pas prendre un personnage féminin. Mais pourquoi on ne peut pas prendre un personnage féminin, diable? Pourquoi on ne peut pas Donc, c'est amené subtilement, c'est très bien amené. Parce que les personnages féminins, les féminisations de Sherlock Holmes, c'est quelque chose qu'on rencontre dans le cinéma dès les années 1920. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. Le cinéma burlesque autour de Sherlock Holmes, les adaptations burlesques, elles datent de ces époques-là. Max Sennett en faisait déjà. Max Sennett, quand il tourne des petits trucs, des petits films parodiques, des burlesques, ce qui l'intéresse, par exemple, c'est le côté addictif avec la drogue. Donc, il va faire un Sherlock Holmes complètement drogué, voilà. Donc, et c'est du Max Sennett, voilà. Donc, Buster Keaton va faire aussi des adaptations. Sherlock Voilà, Sherlock Junior. Donc, non. Elementary, on est dans un format différent. On s'approprie le Sherlock Holmes dans une vision différente, mais l'esprit du personnage est là. Et quand tu regardes la façon dont le scénario fait que tu as le déroulé par rapport au niveau des enquêtes, des indices, des choses comme ça, mais c'est ça, on retrouve exactement les mêmes choses. La seule chose qui va être peut-être différente, c'est le rapport qu'il a vis-à-vis de la police. Où là, on a un rapport qui est plus autoritaire de la police que ne l'est véritablement Scotland Yard, où Sherlock Holmes il prend vraiment pour des idiots dans les trucs. C'est-à-dire que bon, lui, ce qui l'intéresse, c'est trouver les enquêtes, trouver le coupable, et puis s'en glorifier après, ça n'intéresse pas du tout. Donc ça, il balance les infos à la police, et puis après, débrouillez-vous, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, le personnage de Watson qu'on a dans le Sherlock, on sent bien que c'est un personnage qui n'est pas... Il est gentil, mais bon, c'est pas lui qui va trouver... Et il y avait une scène qui est très, très drôle, où, alors je ne sais plus dans quel épisode... je crois que c'était sur la saison 2,
où tu le vois, il doit préparer, enfin, il sait qu'il va y avoir un hold-up, enfin, ou une banque sur laquelle il va y avoir un casse. Et à chaque fois, il se plante à chaque fois parce qu'il pense arriver au moment où ils arrivent. Et puis à chaque fois, il les loupe. Il les loupe toujours. Donc voilà, ça c'est une joke, mais ça c'est une joke volontaire de Mark Gatiss par rapport à la vision dont Commander voyait la police, quoi, Sherlock Holmes. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors Bon, après, dans les oui, adaptations, moi je trouve qu'il y a des adaptations aussi qui sont très intéressantes. Il y avait une adaptation coréenne qui s'appelle Mystery of Queen, je crois. Il y a eu 2 saisons qui sont sorties. Et là, c'est pareil. Le personnage de Sherlock Holmes est une femme. C'est une femme qui est la femme d'un juge, si je ne me trompe pas. Et donc, elle déplore un petit peu que les jugements rendus sont un petit peu trop rapides. Et des fois, il se trompe aussi dans ce qu'il fait. Donc, elle décide d'enquêter. Et elle va avoir un policier qui va être un petit peu le Watson et qui va l'aider là-dedans. Mais c'est toute la vision de la société coréenne que l'on voit, que l'on voit par rapport à ce film qui est intéressante. Et là, on a le même personnage. On peut avoir des trames qui sont similaires. On le met dans un contexte qui est différent, mais on apprend énormément de choses. Et la série Miss Sherlock, où il y a eu une saison, 8 épisodes, comment ça s'appelle, à la télévision japonaise, HBO Asia. Où malheureusement, l'actrice principale est décédée. Elle s'est suicidée il y a quelques mois. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs japonais qui effectivement se suicident à l'âge de 40 ou 41 ans. Et là, c'est une série qui est extraordinaire aussi. Je veux dire, on a 2 personnages féminins, le Sherlock Holmes et le Dr Watson, dans une vision noire. Donc là, on est beaucoup plus dans les films type Kitano ou des choses comme ça, tu vois, où on a une société qui est extrêmement violente. à l'image de la société dans laquelle vit voilà, la société japonaise, hein, où on a à la fois le traditionnel, le modernisme, les 2 qui se rencontrent, et le domaine de la mafia. Enfin, c'est très très violent. Et quand tu regardes, elle est beaucoup plus violente que les autres adaptations un petit peu plus grand public qu'on a eu, quoi. Mais très intéressante et qui est totalement dans l'esprit de Sherlock Holmes aussi. Là, tiens, en parlant de Jack l'Éventreur, juste pour faire un petit, tu as une série russe. Alors ça aussi. Oui, voilà, avant de nous quitter, j'aurais voulu effectivement que tu me parles de ça parce que ça, c'est en plus, c'est compliqué de pouvoir la découvrir, cette série russe avec cet acteur assez incroyable. Et j'aimerais qu'il nous reste à peu près 5 minutes, j'aimerais que tu m'en parles parce que c'est fascinant, c'est une histoire incroyable. Ouais. Alors, juste pour revenir, juste pour faire un tout petit feedback par rapport au niveau du cinéma russe. Le cinéma russe, c'est quelque chose qui s'est intéressé relativement tôt à Sherlock Holmes. Dans les années 70, on a eu des premières adaptations. On a eu après des adaptations avec Vitaly Solomine, qui était un excellent acteur, et même physiquement, on avait un acteur qui était assez proche des illustrations de Sidney Paget. Ça aussi, on pourrait en parler parce que ça aussi, la vision de Holmes qu'on a, elle est faite par les illustrations. C'est les illustrations qui ont créé l'image de Holmes. C'est fou, ça. Et donc, on avait cet acteur. Et après, il y a eu aussi, dans les années 2000, une autre série aussi russe. Donc, celle d'avant, on était soviétique. Et là, c'était russe. Alors, pourquoi cet amour? Parce que les Russes, les Soviétiques passaient énormément de temps dans les bibliothèques. Hein. Et c'était le seul endroit où on pouvait trouver les œuvres de Conan Doyle traduites. Je veux dire, à l'achat, c'était très difficile, mais on allait dans les bibliothèques où on pouvait lire des bouquins, accéder à toute une littérature de façon ouverte. Et ça les a baignés là-dedans. Alors, bon, maintenant, tout ce qui est la littérature policière aussi. Et donc, là, en 2000, je crois qu'elle est sortie en 2020, donc la télévision russe a ressorti donc une nouvelle série Sherlock Holmes, mais cette fois-ci qui est basée donc sur Jack l'Éventreur de nouveau. Donc là, on est en 1888, donc il enquête, il essaye de trouver Jack l'Éventreur, et au moment où il va mettre la main dessus, donc Jack l'Éventreur décide de fuir, et il s'enfuit donc à Leningrad, Pétrograd, comme on veut. À l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, et toute l'enquête va être menée là-dedans. Mais par contre, on va avoir quelque chose qui va être très violent, à la limite moi
moi j'ai pas tout vu, j'ai vu des extraits, mais il y a quand même un petit côté gore à l'intérieur. On est plus dans l'ambiance de Study in Terror, du film de 65, que dans le film de A Murder by Decree avec Christopher Plummer. On est plus dans cette ambiance-là. Et donc, il va avoir aussi des relations beaucoup plus ouvertes vis-à-vis des femmes. Il y a un docteur aussi donc à Leningrad ou Saint-Pétersbourg, je crois que c'est peut-être Saint-Pétersbourg qui est utilisé, avec qui il va enquêter. Alors, le problème, c'est que cette série, actuellement, elle est diffusée sur les réseaux de chaînes russes. Mais elle n'est pas encore, on n'y a pas encore disponible en DVD ou sous-titré. Mais elle est super intéressante parce que c'est pareil. Donc là, on va avoir volontairement un Sherlock Holmes aussi qui est physiquement assez différent de ce qu'on peut imaginer, un peu blondiné avec la barbe. Enfin, on reprend, je dirais, les choses de notre époque et on les remet dans un contexte un peu différent. C'est vrai, on fait de la modernisation dans du film d'époque historique, quoi. Et puis après aussi très bonne surprise. Enfin moi je trouve que c'était une très bonne surprise, l'adaptation d'Enola Holmes qu'il y a eu sur Netflix. Hein. Au départ c'était pas prévu de passer au cinéma et puis les choses ont fait que ça s'est retrouvé donc sur Netflix. Et là c'est très 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 intéressant parce que là ça ouvre aussi énormément de choses et de questionnements par rapport à une époque qui est l'époque victorienne, où on peut se poser la question quel était vraiment le rôle de la femme à l'époque au temps de l'époque victorienne. Et là, ça apporte quelques réponses. Alors, ça apporte des réponses d'un certain côté par rapport à la mère, qui est jouée par Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter, voilà. Voilà, qui elle, a un côté résolument féministe, mais féministe dans le sens où les femmes ont des droits, elles revendiquent des droits, et ce serait bien un jour ou l'autre que ces droits soient reconnus. Donc on retrouve un petit peu tout ce qui était à cette époque-là, le côté anarchiste et ainsi de suite. D'ailleurs, sur le second film de Guy Ritchie, c'est quelque chose qui est mis en avant, hein, tout ce qui était les anarchistes au début du XXe siècle, hein, dans les années 1900 et ainsi de suite. Ça c'est très intéressant. Juste pour revenir, tiens, dans le film de Guy Ritchie, pour faire juste une petite aparté, le film de Guy Ritchie est aussi très intéressant, alors, notamment parce que les reconstitutions qui sont faites sur le Londres, même si c'est fait en CGI ou autre, sont absolument remarquables. Les scènes qui se passent dans les docks sont merveilleuses, c'est fabuleux. La direction artistique est très intéressante. Ah oui. Et puis le choix de l'ambiance, le choix des couleurs, et ce qui est très intéressant aussi, ce que les gens oublient, c'est que Sherlock Holmes est avant tout un bagarreur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime bien utiliser les poings. Hein, il pratique la boxe, il pratique ce qu'on appelle le baritsu, c'est-à-dire c'est une forme d'art martial. Il sait très bien manier la canne, et ça, c'est des éléments qu'on retrouve dedans. Et ça, à ce niveau-là, c'est pas du tout anachronique par rapport au niveau des bouquins. Jude Law, qui joue dedans, a pratiquement le même âge que Robert Downey Jr. Peut-être qu'il est peut-être un peu plus jeune, même Jude Law. Mais je veux dire, c'est des personnages tels qu'ils sont vraiment dans les œuvres littéraires. Et ça, c'est intéressant. Et puis là, on a un cinéma dynamique qui est fantastique. Autant la BBC avait trouvé un super système, comment ça s'appelle, pour décrire la pensée de Holmes, hein, ces phrases qui apparaissent. D'ailleurs, ce système-là, ça n'existait pas au départ. Hein. C'est la BBC qui l'a fait modifier, qui l'a fait créer. Pour mieux comprendre justement cette démarche intellectuelle. Et la démarche intellectuelle qu'il y a dedans, elle est fabuleuse avec Robert Downey Jr. Hein, il se fait toute une projection, tout un film, pour se dire, je fais taper ici, et puis après, la réalité, c'est exactement ce qui va se passer. Je crois que les adaptations de Mézières ont encore de beaux jours devant eux. Je suis désolé parce qu'on va devoir arrêter. Voilà, je pense qu'on va reprendre notre conversation, c'est sûr et certain, j'en suis persuadé. Parce qu'on a encore le monde du dessin animé à voir. Eh oui, ben voilà, tu vois. Il y a des super choses. Miyazakienne, par exemple, des choses de ce genre, et on parlera de tout ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment passionnant. Je t'en prie, Daniel. Alors, deux petites choses avant de finir. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur Conan Doyle, je vous conseille ce livre de Marianne Notwick, qui a été publié aux éditions du Jasmin. Il a été publié il y a quelques années, mais c'est un excellent bouquin
pas compliqué à lire. Enfin, il y a énormément d'informations. C'est concis, c'est bien. C'est super bouquin pour si vous voulez savoir des choses sur Sherlock Holmes. Puis après, un petit peu de pub pour comment s'appelle notre société Sherlock Holmes de Ah oui, France. oui, vas-y. Voilà, donc 2 premiers volumes que nous avons sortis sur Sherlock Holmes, donc 1929-1939, 1949-1959. On a 5 tomes de prévus. Là, il y a le 3e tome qui est en réalisation. Et là, il y a des véritables pépites à l'intérieur que personne ne connaît, que vous allez découvrir si vous achetez ces livres. Donc ça, je vous les conseille aussi très fortement. Sherlock Holmes, Cyclopédia, 2 volumes. Bon. En tout cas, merci beaucoup Merci à toi. pour ces 90 minutes intéressantes. Sachez une chose en tout cas, c'est que donc la vidéo est en replay. Vous pouvez la voir quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Dans le descriptif de la page dédiée à cette vidéo, vous retrouverez aussi le lien si vous voulez voir un peu ce que font tous ces membres honoraires de la société Sherlock Holmes de France. Là, c'est très important. Et puis, avant de vous quitter, juste je vous rappelle que demain soir, donc dimanche 7 février à 21h, il y a un live consacré à un film incroyable d'un cinéaste qui est aussi incroyable qu'il l'était, James Whale, un film de 1934 qui s'appelle La Maison de la Mort, mais on l'a connu plutôt sur Une étrange soirée, The Old Dark House, qui est édité chez Carlotta Film. Et je serai en compagnie de Alex Lafuite en vidéo, qui est un youtubeur intéressant. Donc c'est demain soir et c'est à partir de 21h. Daniel, je te souhaite un bon week-end. Encore une fois de plus, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je pense qu'on va se retrouver. Oui. On se retrouvera sûr et certain. Je te souhaite une bonne fin de journée. Moi aussi, bonne journée. Salut. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and